Vous êtes suspect de Line TV et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce 19h30, dont voici le sommaire. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le président de la République, Romuald Wadani, a accordé une grâce présidentielle à 369 personnes condamnées, une première depuis son accession au pouvoir. Le ministre porte-parole du gouvernement est revenu sur cette mesure lors d'une émission télévisée. Une voix, un pays, un rêve de sacre. Sarah Emmanuel s'apprête à défendre les couleurs du Bénin en grande finale de The Voice Afrique. À un pas du titre, la chanteuse béninoise porte désormais l'espoir de tout un pays. Et dans l'actualité internationale, un tribunal syrien a condamné ce mardi le président déchu Bachar al-Assad à la peine de mort par contumace pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors de la guerre civile déclenchée en 2011. Nous démarrons cette édition avec cette actualité. L'activiste Kémi Séba n'a pas comparu ce mardi devant la justice sud-africaine. L'audience qui devait notamment examiner la demande d'extradition formulée par les autorités béninoises a finalement été renvoyée au 23 septembre 2026. Ce report serait lié à un problème technique au sein de l'établissement pénitentiaire où se trouve actuellement le prévenu, incarcéré en Afrique du Sud depuis le 13 avril 2026. Kémi Séba fait face à deux procédures distinctes. Sur le plan judiciaire sud-africain, il est poursuivi pour une tentative de sortie irrégulière du territoire à destination du Zimbabwe. Sur le plan international, le Bénin a officiellement transmis une demande d'extradition aux autorités sud-africaines. Kémi Séba est notamment poursuivi par la justice béninoise pour apologie de crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la rébellion. La prochaine audience est désormais fixée au 23 septembre. Le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedji, s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité au cours d'une émission diffusée sur la télévision nationale. Parmi les points abordés, la grâce présidentielle accordée à 369 détenus a particulièrement retenu l'attention, une décision perçue par certains comme un geste d'apaisement sur le plan politique, même pour le porte-parole du gouvernement. Cette mesure s'inscrit dans une pratique institutionnelle et repose sur des critères bien définis. Écoutons un extrait de son intervention. Mais ça, c'est déjà une tradition dans notre pays et le président Wadani se fait le continuateur de cette tradition. Ceux qui en ont bénéficié, forcément qu'ils remplissent les conditions parce qu'il y a bien des conditions pour bénéficier de la grâce. Et tenant compte du temps déjà consommé, effectué, de la peine à laquelle l'on a été condamné, tenant compte aussi de l'attitude ou du comportement de celui qui est en prison pendant son incarcération. Donc c'est un cumul de conditions qui favorise que l'on se retrouve sur la liste pour bénéficier de cette grâce-là. Et s'il y en a à peu près 400, c'est que toutes ces personnes remplissent les conditions. Donc les services du ministère de la Justice ont dû étudier les dossiers et ont fait les propositions les plus objectives au président de la République. Maintenant que cela suscite l'espoir d'autres détenus de bénéficier demain de la même mesure, ça s'entend. Il leur appartient juste d'avoir le comportement qu'il faut. Et s'ils remplissent les conditions à la prochaine occasion, sans aucun doute que le président de la République ne se priverait pas de signer un décret qui comporterait leur nom. Pas le nombre qui est le plus important, c'est de savoir que les personnes qui bénéficient de la grâce remplissent les conditions, qu'il n'y a pas de favoritisme et qu'il n'y a pas quelqu'un qui remplirait les conditions objectives et qui n'ait pas été retenu. C'est là tout le débat et je n'ai pas le sentiment qu'il y ait à redire là-dessus. Mais il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a pas eu de communication de la part du gouvernement sur qui est sur la liste ou non. Si des proches de tel ou tel, que ce soit des proches politiques ou de famille ou des amis, ont mis en avant tel ou tel nom, ça n'est pas de notre fait. Et maintenant, je dis, si la présence de certains sur la liste fait nourrir l'espoir à d'autres que leur tour viendrait, ça s'entend.
Et si ces personnes remplissent demain les conditions, à l'occasion d'un nouvel acte de cette nature, elles pourraient bien se retrouver là-dessus. Je n'ai pas noté, depuis la révision constitutionnelle qui a consacré l'avènement du Sénat, je n'ai pas noté que ça est dans le mandat du Sénat. Les Béninois ont donné mandat, disais-je. Les Béninois pas la Constitution. Le Sénat se saisisse ou élargisse son champ de compétences en s'intéressant à un sujet comme celui-là. Oui. Comme c'est des personnes sages qui sont là-bas, il leur appartiendra d'apprécier et de voir jusqu'où, dans leur sagesse, elles pourraient aider le chef de l'État et la République dans son ensemble, comme je disais tout à l'heure, à poursuivre la marche de notre pays vers davantage de progrès, de bien-être collectif et individuel. Et ces sages sauront apprécier s'il y a des circonstances, s'il y a des actes, s'il y a des mesures, et pourraient suggérer au chef de l'État, n'est-ce pas, en sagesse, de regarder dans telle ou telle direction. Ben, nous sommes tous soucieux du développement et du bien-être de notre pays, dans la cohésion, dans la stabilité aussi, soucieux d'avoir aussi des acteurs politiques responsables. Nous apprécierons, et le principal concerné ou les principaux concernés apprécieront en tant que de besoin. Et décrispation politique, c'est pas dans les tests de loi, hein. N'oublions pas. Et la démocratie, c'est les lois, c'est le respect des lois. Maintenant, des actes politiques, oui, qui pourraient venir supplanter des réalités juridiques ou judiciaires. Mais ça appartient à la société dans son ensemble, à travers ses institutions, ses acteurs, d'en décider. Le chef de l'État, je crois qu'il n'est fermé à aucune perspective pour ce qui est son engagement. Il n'est fermé à aucune perspective. Tant que cela permet au Bénin d'avancer, aux Béninoises et aux Béninois de vivre dans la cohésion et de porter ensemble l'œuvre de développement de notre pays, à mon avis, ils regarderaient tout cela avec attention. Si demain, l'occasion se présente d'en parler ou d'y voir un peu plus clair. Autre volet de l'actualité, elle séduit par sa voix, mais surtout par l'émotion qu'elle transmet à chacune de ses prestations. Sarah Ronsou, connue du public sous le nom de Sarah Emmanuel, s'est imposée au fil des étapes de The Voice Afrique. De prestation en prestation, la chanteuse béninoise a su convaincre les coachs et le public. Ses interprétations de grands classiques lui ont permis de se démarquer et de poursuivre son aventure jusqu'à la grande finale. Le 14 août prochain, elle tentera de décrocher. Le titre est de faire briller les couleurs du Bénin dans cette compétition panafricaine. Retour sur le parcours de cette voix béninoise qui rêve désormais de consécration. Elle a déjà conquis les coachs, désormais c'est au public de décider. Sarah Ronsou, connue sur scène sous le nom de Sarah Emmanuel, représentera le Bénin en grande finale de l'édition 2026 de The Voice Afrique. Tout a commencé lors des auditions à l'aveugle. Face au coach, la jeune chanteuse béninoise livre une interprétation remarquée de Falling, le célèbre titre d'Alicia Keys. Une prestation qui lui ouvre les portes de la compétition et attire rapidement l'attention des téléspectateurs. Mais Sarah Emmanuel ne s'arrête pas là. Étape après étape, la candidate confirme son potentiel et réussit à poursuivre son aventure. Lors des battles, elle se retrouve face à BGS, un duel décisif qu'elle parvient à franchir, poursuivant ainsi vers la finale. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Le 14 août prochain,
Sarah Emmanuel tentera de décrocher le titre. Une victoire qui pourrait permettre au Bénin de décrocher son premier trophée dans cette édition francophone de The Voice Afrique. À l'approche de la finale, la mobilisation gagne du terrain sur les réseaux sociaux. Les messages de soutien se multiplient. Familles, fans et internautes appellent à soutenir la représentante béninoise. Pour Sarah, le rêve est désormais à portée de voix. Dans un tout autre registre à présent, le rire, cette expression universelle de joie, joue un rôle dans nos interactions sociales et notre bien-être psychologique. Dans un monde souvent marqué par le stress et les tensions, le rire s'impose comme véritable outil de lien social, favorisant la cohésion entre les individus et allégeant les atmosphères pesantes. Mais quelles sont réellement les fonctions du rire? Suivant. Le rire, ça fait du bien, ça me fait du bien quand je ris. Quand je ris, ça me donne de la santé. Je suis tellement contente quand je ris. J'oublie beaucoup de choses quand je ris. Le rire, d'abord, c'est une réaction naturelle. C'est un phénomène naturel, mais qui a plusieurs fonctions. Vous allez voir que quand un individu est dans une grande douleur, la personne peut pouffer de rire. Je ne sais pas si vous observez souvent. Vous allez voir, même vous-même, quand vous êtes à un moment donné où la douleur vous accable, c'est un moment où, c'est-à-dire, il y a une réaction naturelle de votre organisme qui vous amène à pouffer de rire, à rire de cette manière-là. Donc le rire est utile dans tous les sens et à tous âges. Et vous allez voir, les premiers signes de l'enfant, c'est le rire. Pleure, rire. Un enfant, avant vous le voyez, son rire est apaisant et attrayant. Et cela vraiment rassure et apaise. Il y a le rire a d'impact sur la santé physique parce que notre organisme sécrète des substances qui impactent la vie des cellules et qui permettent à l'individu d'être loin des maladies. Aujourd'hui, il y a cette pratique-là où dans les grands hôpitaux, on appelle des clowns pour pouvoir faire rire parce qu'on sait que les études ont montré que ceux qui rient, ceux-là arrivent à développer leur résilience et arrivent à être vite guéris. Donc le rire a un impact positif sur la santé physique et plus encore sur la santé mentale. Quand vous vous exercez à rire, c'est que si vous êtes déprimé par exemple, cela peut soulager, peut aider à la guérison. Toutes les difficultés de la vie, le rire vous fait sortir des contraintes ordinaires. Alors, cela vous connecte à la spontanéité, du coup à la créativité. Quand vous riez, vous êtes plus dans un état qui vous permet d'être créatif. Le rire vous connecte à la créativité, comme un tout petit enfant. L'enfant qui rit, l'enfant n'est pas empêché par des soucis, par des réflexions, mais l'enfant est dans l'ici et maintenant. Quand vous riez, vous êtes en contact avec vous-même. C'est pourquoi le rire peut contribuer à la créativité. On peut soi-même aussi, de temps en temps, vous voyez avec TikTok aujourd'hui, on voit beaucoup de choses dessus, on rit. On peut s'adonner comme un programme et à des moments donnés de la journée, je vais rire un peu avant de me coucher. Il faut qu'on lâche prise à des moments donnés. Et pour lâcher prise, il faut apprendre à changer de perception sur les choses, sur les réalités. Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est la manière dont on perçoit une réalité qui nous crée de la souffrance. Donc, il faut s'exercer à nuancer les choses et à avancer. Et cela, ça donne aussi au rire. Il faut sourire, lancer un sourire. Parce que le rire, nous avons dit, améliore les relations interpersonnelles. Sourire aux autres, lancer de sourire. Dites-vous, quand je vais sortir de la maison, la première personne que je vais voir, je vais lui faire un cadeau de rire. En interactualité, en Tanzanie, le procès pour haute trahison de Tundu Lissu, président du principal parti
d'opposition tanzanien a repris ce lundi. Après près de 6 mois d'interruption, le procès reprend devant la haute cour de Dar es Salaam, qui devra trancher si le dossier transmis par l'accusation est suffisamment solide pour poursuivre Tundu Lissu, à défaut de quoi l'affaire sera classée sans suite. Suivant. 5 mois après sa suspension, le procès pour trahison de l'opposant tanzanien Tundu Lissu a repris ce lundi devant la haute cour de Dar es Salaam. Le chef du parti Chadema est détenu depuis avril 2025. Il est poursuivi pour trahison, une infraction passible de la peine de mort en Tanzanie. L'audience avait été suspendue le 24 février avec un recours du parquet contre l'admission de nouveaux éléments de preuve. Le 30 juillet, la cour d'appel a rejeté ce recours permettant la reprise de la procédure. À l'extérieur du palais de justice, l'opposant a accusé le parquet de chercher à prolonger la procédure afin de maintenir sa détention provisoire. Son parti dénonce, lui, une procédure destinée à réprimer l'opposition politique et à affaiblir la participation démocratique. L'affaire intervient dans un climat politique tendu. Le Chadema avait été exclu des élections de 2025 remportées officiellement par la présidente Samia Suluhu Hassan. Les manifestations liées au scrutin avaient suscité de vives critiques internationales. L'opposition et des défenseurs des droits humains font état de milliers de morts. Un tribunal syrien a condamné ce mardi l'ancien dirigeant syrien Bachar el-Assad à la peine capitale par contumace après l'avoir reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis durant la guerre civile. Il s'agit de la première condamnation prononcée à l'encontre de Bachar el-Assad, renversé en décembre 2024 par une coalition de rebelles islamistes après des décennies de règne autoritaire de sa famille et 14 ans d'une guerre sanguinaire. Le reportage. En Syrie, un tribunal de Damas a condamné mardi l'ancien président Bachar al-Assad par contumace à la peine de mort. Le président déchu a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis pendant la guerre civile qui a ravagé son pays. Le conflit qui a duré près de 14 ans a fait environ 500 000 morts et 2 millions de déplacés. L'accusé en fuite, Bachar al-Assad, fils de Assad al-Assad et d'Anissa, né en 1965, est reconnu coupable du crime d'homicide volontaire, du meurtre délibéré de plusieurs personnes, du meurtre délibéré d'enfants de moins de 15 ans, de meurtre délibéré accompagné d'actes de torture et d'une brutalité extrême, ainsi que d'incitation à l'homicide volontaire et à de meurtres délibérés répétés, constituant des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Bachar al-Assad s'était enfui avec sa famille à Moscou alors que les forces islamistes se rapprochaient de Damas en décembre 2024. Il a dirigé la Syrie de juillet 2000 au 8 décembre 2024. Les autorités de Damas réclament son extrait. Et c'est la fin de ce 19h30. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.